Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, ici Ernie Wells qui vous accueille à la seule émission radiophonique du genre consacrée aux activités de plein air, de chasse et de pêche, Rendez-vous nature. Ouais, on dirait bien que l'hiver a décidé de passer le printemps avec nous. Pas grand chose à faire pour changer les choses, sinon, heureusement, de passer la prochaine heure avec moi et mes invités. Et cette semaine, à Rendez-vous nature, la migration du dindon sauvage se poursuit, mais cette chasse vient aussi avec l'obligation de suivre une formation pour chasser le dindon sauvage. Le coordonnateur Martin Savard. Avant que partout là, en Amérique du Nord, il y ait une formation obligatoire pour la chasse aux dindons sauvages, c'était le type de chasse où on retrouvait le plus d'accidents. Pour éviter là, ces accidents-là, il faut vraiment suivre plusieurs recommandations. Il faut faire de la chasse à l'affût. L'accent est mis d'abord et avant tout sur la sécurité. On se dirige vers l'Ouest canadien qui, avec l'île d'Anticosti, demeure une destination de rêve pour tous les chasseurs de chevreuils, surtout pour ceux qui ciblent le Big Buck. Notre collaborateur et franchisé Pro Nature Rimouski, Mario Ross. Premièrement, en Saskatchewan, on a le droit d'apporter. Dans le fond, les chevreuils sont habitués de venir au bait, arriver une femelle, deux femelles, trois femelles. À la fin, il y avait 4 femelles. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, il y a une femelle qui se virait de bord tout le temps, qui regardait en forêt. Le buck, lui, dans le fond, à la période où on chassait, autour du 20 novembre, il vient pas à l'appât pour manger. Il vient à l'appât parce que la femelle est là. Ce minuscule parasite vampire, la tique d'hiver, préoccupe les scientifiques qui constatent dans leur recherche de 5 ans que la tique s'en prend surtout au veau de l'orignal, donc à la relève du grand gibier. Le scientifique Steve Côté. Ces tiques-là sont un peu spéciales. Ils sont différentes des tiques à pattes noires, dont tout le monde parle parce qu'elles peuvent transmettre la maladie de Lyme, qui vont seulement être sur un orignal ou un cerf de Virginie. Ils vont grimper dans la végétation et attendre patiemment qu'un autre passe. Les trompes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, a eu 40 ans le 20 mars dernier. Pour les réserves fauniques, surtout celles des rives nord et sud, la gestion fut confiée à la CEPAC en 1995, donc il y a 30 ans pour les ZEC, donc 40 ans pour la CEPAC. Le réseau de la CEPAC compte actuellement 23 parcs nationaux, 13 réserves fauniques, CEPAC Anticosti, 8 établissements touristiques, et tout cela dans plus de 53 000 km² dans 16 régions touristiques de la province. Et l'achalandage des chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air dans le réseau de la CEPAC a été de 9,4 millions de jours de visite en 2023-2024 pour une contribution du réseau au produit intérieur brut de 885 millions de dollars. Une chance que Trump ne sait pas encore ça, lui qui adore le PIB et qui veut annexer le Québec pour toutes nos réserves d'eau, lacs et rivières et même le fleuve. Au Québec, l'eau douce occupe 10% du territoire et 3% des eaux douces sont renouvelables. Alors donc, c'est important. Et 20% des sources d'eau douce de la planète sont au Canada. Et Trump la veut notre eau parce que ça va mal aux États-Unis. Et si Trump a un œil sur le Canada, c'est d'abord pour détourner l'eau, puis en faire son 51e État. De nouvelles statistiques confirment l'excellente récolte des cerfs sur l'île d'Anticosti en 2024. Les chasseurs de territoire de CEPAC Anticosti ont récolté 6 865 des 9 000 bêtes pour un taux de succès global de 1,9 cerfs par chasseur. Ce taux monte à 1,91 cerfs par chasseur en plan américain, ça c'est avec repas fournis et guide. En somme, sur les 6 865 cerfs meuniers prélevés en 2024, les chasseurs ont récolté un grand total de 4 723
mâles, soit 68% de la récolte, 1611 femelles et 531 femmes. À noter que 78% de l'ensemble des chasseurs qui se sont rendus sur Anticosti en 2024 ont occupé le territoire de Sepac-Anticosti, mais il faut dire que Sepac-Anticosti occupe les 2/3 de l'île sur un territoire de 5500 km² dans une île qui en compte 8000 km². Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, la migration du dindon sauvage se poursuit, mais cette chasse vient aussi avec l'obligation de suivre une formation pour chasser le dindon sauvage. Et j'en parle avec Martin Savard, qui est coordonnateur à la formation à Sécurité Nature. Restez avec moi, je vous en reparle au retour de la pause. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources phoniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires phoniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. La migration du dindon sauvage se poursuit, mais cette chasse vient aussi avec l'obligation de suivre une formation pour chasser le dindon sauvage. Et j'en parle avec Martin Savard, qui est coordonnateur à la formation à Sécurité Nature, qui est une division, ou la division éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Martin Savard, ça fait 20 ans que vous coordonnez la formation à Sécurité Nature. En quoi consiste essentiellement votre travail? Alors, mon travail consiste à animer un réseau là, de presque
200 ou 300 moniteurs à travers la province, selon les différents modules de cours qui sont enseignés. Oui. Alors, c'est une tradition que l'on a à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs depuis les années 70, lorsque, comme dans la plupart des administrations en Amérique du Nord, on a introduit des cours obligatoires pour les chasseurs, pour améliorer la sécurité à la chasse. Alors, au Québec, on avait déjà une tradition où les clubs de chasse organisaient des activités d'initiation. Et puis, ces clubs-là, réunis dans la fédération dans les années 70, ont simplement offert leur service au gouvernement pour dire, dorénavant, étant donné que c'est quelque chose qu'on fait déjà, étant donné qu'on a déjà un réseau de gens partout dans la province, eh bien, on va prendre la charge de cette formation obligatoire des chasseurs. Ah ben c'est tout à fait logique de procéder comme ça. Puis la preuve, c'est que ça continue, donc ça va très bien. Puis les cours de formation, c'est le cours qui mène finalement au certificat du chasseur avec arme à feu, certificat aussi pour chasser avec l'arc et l'arbalète. Puis tous ces cours, finalement, sont la porte d'entrée vers la chasse sportive, comme aussi le tir de loisir, si on peut dire. Tout à fait. Et puis, ce qui est particulier au Québec, c'est que ces formations-là sont données par des moniteurs bénévoles qui sont formés là, par une équipe d'instructeurs de notre organisation. Alors, notre esprit, ça a été toujours d'encourager le fait qu'on ait des chasseurs qui sont formés par d'autres chasseurs. On a des gens un peu partout dans les villages du Québec qui sont formés par leur père. Un peu partout là, dans les villages, un peu partout dans les villes. Et puis, c'est une tradition là, qu'on continue au Québec. Alors que dans la plupart des administrations en Amérique du Nord, souvent, ce sont des formateurs professionnels. Lorsqu'on parle de bénévoles, moi je parle toujours de volontaires parce que c'est quand même très exigeant de donner les formations. Vous me parliez de 200, 250. Est-ce que vous avez de ce côté-là un problème de relève, comme on dit, parce qu'il doit sûrement avoir des moniteurs qui, tôt ou tard, quittent pour différentes raisons. Est-ce que vous avez quand même une banque qui assure donc une relève pour les moniteurs pour dispenser des formations? Absolument. Alors, c'est certain que à notre époque contemporaine, les gens sont sollicités par toutes sortes de choses. Oui. Il y a des trucs sur Internet, il y a des nouveaux loisirs qui apparaissent un petit peu partout. Donc, les gens sont très, très sollicités. Au niveau communautaire également. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos moniteurs sont formés à partir de gens qui sont passionnés par la chasse. Lorsqu'ils rencontrent des apprenants, lorsqu'ils rencontrent des participants dans nos cours, eh bien, c'est pour partager leur passion, c'est pour partager leur expérience, partager leur expertise, et tout ça, c'est encadré là, par une équipe d'instructeurs qui ont été choisis, qui ont été reconnus justement de par leur connaissance et leur expertise. Alors, c'est vraiment des équipes qui sont là pour partager leur passion. Et puis, c'est des équipes qui sont là pour s'entraider. L'esprit vraiment là, de ces moniteurs-là. Et chaque année, on en forme peut-être toujours une vingtaine en moyenne de nouveaux moniteurs pour remplacer ceux qui décident de changer leur orientation, qui décident de se consacrer à autre chose dans leur loisir. Mais ce qui a vraiment fait, je pourrais dire, la colonne vertébrale là, de tout ce programme-là de formation, eh bien, c'est la passion puis c'est l'intérêt que tous ces formateurs-là ont pour la relève. Oui, puis je pourrais ajouter quand même que pour ces moniteurs vient aussi la motivation, parce que là, on sent quand même depuis quelques années qu'une reprise, cette relève qu'on redoutait tant, le manque de relève à la chasse surtout, on sent finalement que c'est en train de reprendre du poil de la bête, comme on dit. Mais là, on va revenir au dindon, parce que c'était le but de notre entrevue, mais ça prend une formation quand même qui est obligatoire, ça prend une certification pour le dindon. Mais pourquoi, alors que pour le petit gibier, le certificat du chasseur suffit, et dans ce cas-là, ça prend une formation pour le dindon. Quelles sont les raisons qui expliquent ça? Parce que le dindon sauvage ne se chasse pas comme le petit gibier, de manière à obtenir un taux de succès là, qui soit satisfaisant. Le dindon se chasse à l'affût en faisant des appels. Et puis, pour tromper le dindon sauvage, pour l'attirer là, à distance de tir des chasseurs, eh bien, ça se pratique sans dossard. Alors, on voit tout de suite le danger potentiel qu'il y a à se cacher dans la forêt, à se cacher dans les fourrés, et puis à faire des appels de dindons
s'il y a une partie des chasseurs qui essaient de courir le dindon là, en faisant de la chasse fine, et puis en se déplaçant, puis en suivant les appels, ça peut poser un danger réel. D'ailleurs, avant que partout là, en Amérique du Nord, il y ait une formation obligatoire pour la chasse au dindon sauvage, c'était le type de chasse où on retrouvait le plus d'accidents. Donc, pour éviter là, ces accidents-là, il faut vraiment suivre plusieurs recommandations. Il faut faire de la chasse à l'affût et non pas en se déplaçant comme la chasse fine. Et puis, non seulement l'accent est mis d'abord et avant tout sur la sécurité, mais l'accent est aussi mis sur des techniques de chasse qui vont amener du succès à la chasse, de façon à ce que cette chasse-là soit satisfaisante. Et puis, la chasse au dindon sauvage, c'est une des chasses qui, je pourrais dire, amène le plus de satisfaction du fait que les chasseurs doivent vraiment se mettre au diapason de leur proie, au diapason de leur cible, doivent exploiter les connaissances qu'ils ont de l'animal, les connaissances qu'ils ont du terrain, mettre ça en commun pour repérer les patrons de déplacement du dindon. Donc, tous ces ensembles de connaissances et d'expériences qui sont mis à contribution fait en sorte que lorsque vous avez récolté votre dindon, c'est vraiment une question là, d'orgueil, on peut dire. Oui, c'est un grand accomplissement pour le chasseur parce que, on va le dire, c'est une chasse qui est extrêmement difficile pour les raisons que vous avez mentionnées. Puis en plus, l'oiseau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a une vue perçante incroyable. Il entend très, très bien aussi. Donc, ça ajoute quand même à la difficulté. Puis aussi, on ne tire pas sur n'importe quel oiseau. Il y a quand même des règles à respecter. Il y a aussi des heures à respecter. Et tout ça, donc, fait partie de la formation. Mais c'est une formation qui dure combien de temps, finalement? Il faut dire aussi que c'est une formation qui est en ligne seulement. Ça, c'est bien important. Alors, en ligne, c'est quelque chose qui se fait entre, je pourrais dire, 5 ou 6 heures de votre temps. Oui. C'est un cours qui est divisé en une douzaine de leçons. Et la façon que comment ça fonctionne, c'est que après avoir payé les frais d'inscription, il y a également accès à un manuel en ligne que les gens peuvent télécharger. Et puis, après chacune des leçons, on a un court questionnaire d'environ 5 questions. Okay. Et puis, si les gens répondent avec succès au questionnaire, eh bien, ils peuvent passer à la leçon suivante, et ainsi de suite. Alors, il est pratiquement impossible d'avoir des échecs. Ces questionnaires-là sont en fait là pour s'assurer que les gens ont bel et bien suivi la formation. Et puis qui ne se sont pas dépêchés d'aller à un examen final qui aurait pu reprendre autant de fois que nécessaire avant d'en avoir le succès. Oui. J'ajouterais aussi que le cours en ligne, les gens qui s'inscriront au cours en ligne, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très grande qualité. On a beaucoup de séquences qui ont été filmées en plein air, beaucoup de séquences de chasse où est-ce que l'on voit quelles sont les techniques à employer, de quelle façon s'entraîner pour avoir les bonnes techniques. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on va visionner là avec vraiment du plaisir. Mais dites-moi, lorsqu'on fait le cours comme c'est le cas en ligne, il y a quand même des gens qui peuvent se mettre en petits groupes aussi pour suivre la formation. Ça, il n'y a pas de problème là. Donc, ça augmente tout simplement l'intérêt pour la formation. Tout à fait. Ouais, cependant, comme ça mène à une attestation officielle, chaque personne doit s'inscrire individuellement. C'est sûr. Et puis, évidemment, chaque personne aussi doit répondre aux questions individuellement pour pouvoir obtenir l'attestation. C'est une formation qui peut vraiment se faire à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de réserver du temps pour avoir 5 ou 6 heures libres d'une traite. Vous pouvez faire 1 ou 2 leçons, ensuite laisser passer quelques jours, attendre la fin de semaine suivante et puis retourner faire la suite du cours et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est vraiment là vous avez vraiment l'opportunité de compléter le cours à votre rythme et puis selon vos disponibilités. Puis c'est une chasse quand même qui dans les zones du moins où la chasse est autorisée, il y a une chasse d'automne, il y a une chasse printanière d'abord, puis il y a une chasse d'automne, comme au Bas-Saint-Laurent, comme c'est une première fois, une première année où il va y avoir la chasse du dindon, c'est une chasse printanière seulement. Mais disons que moi, je suis un auditeur, auditrice, je suis à l'écoute ce matin, qu'est-ce que je fais pour m'enregistrer et suivre le cours en ligne?
Il suffit de se rendre sur le site Internet de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et puis, dès la page d'accueil sur ce site Internet-là, on vous propose les différents programmes de formation. Et dans les programmes offerts, eh bien, il suffit de choisir celui là sur la chasse au dindon sauvage. Voilà. Et de suivre à ce moment-là les instructions pour s'inscrire. Comme je vous disais, chaque personne qui veut obtenir son attestation doit s'inscrire de façon indépendante, ce qui veut dire chez les tout jeunes, par exemple, qui souhaiteraient obtenir leur certification pour la chasse au dindon sauvage, eh bien, il leur faut une adresse de courriel qui leur soit propre. Et puis, évidemment, par la suite, là, dès que leur formation est complétée, eh bien, le certificat d'attestation pour la formation de la chasse au dindon sauvage leur est envoyé. Alors, lorsque l'on fait la chasse, il faut évidemment se munir des permis appropriés et joindre à son permis, garder sur soi son attestation de chasse au dindon sauvage, qui démontre qu'on a reçu l'information nécessaire pour non seulement faire la chasse de façon efficace puis trouver du plaisir, mais surtout pour la faire de façon sécuritaire. Oui, puis ça prend aussi le certificat du chasseur pour pouvoir suivre la formation. Oui, le certificat du chasseur pour suivre la formation, puis évidemment le certificat du chasseur qui est la condition pour l'achat du permis de chasse. Voilà. Alors, Martin Savard, coordonnateur à la formation à Sécurité Nature, qui est la division éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Bien, je vous remercie beaucoup pour ce paquet d'informations, ce lot d'informations. On voit que vous êtes un bon pédagogue parce que votre matière coule facilement. Merci. Merci et soyez à l'affût. Observez nos dindons sauvages. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à Rendez-vous cepac.com. Nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, on se dirige vers l'Ouest canadien qui, avec l'île d'Anticosti, demeure une destination de rêve pour tous les chasseurs de chevreuils, surtout pour ceux qui ciblent le Big Buck. Notre collaborateur et franchisé Pro Nature Rimouski, Mario Ross. Mario, en 2023, tu as récolté un orignal coiffé de panache de 43 pouces sous la zec Bas-Saint-Laurent, puis un Big Buck de l'Ouest au pointage de 155. Cette année, tu as aussi récolté ton orignal, mais là, tu t'es amélioré, je dirais, du côté du chevreuil avec un trophée au pointage de 166 et 2/8. C'est dans les gros chevreuils qui doivent sortir de l'Ouest, j'imagine. Oui, exactement. Tu vois, ça fait quand même plusieurs fois que je vais dans l'Ouest canadien, autant en Saskatchewan qu'en Alberta. Je veux dire, c'est mon record personnel, 166 et 2/8. On parle qu'en haut de 160 net, on est capable de mettre notre nom avec le résultat de notre mesurage dans le livre Bone and Crockett.
Fait qu'on appelle ça une mention en haut de 160. Fait que c'est quand même pas rien. Oui, effectivement, c'est un gros buck. J'aimerais que tu nous décrives, ça représente quoi d'aller chasser du côté de l'ouest du pays? Partons du début, toi et ton groupe, vous quittez Mont-Joli, Rimouski, en voiture jusqu'à Québec, puis vous prenez l'avion en direction de la Saskatchewan. Et votre avion se pose à quel endroit à ce moment? On atterrit à Saskatoon, en Saskatchewan. À partir de Saskatoon, là, c'est sûr qu'il faut se louer un véhicule. À partir de là, on fait comme 3h15, 3h30 pour se rendre chez le pourvoyeur. On parle de 1 heure pour Québec-Toronto. On a toujours une escale à Toronto. Ouais. Et de Toronto à Saskatoon, on parle environ de 3h15. Ouais, mais c'est vraiment une aventure, puis ça fait partie de l'aventure. Mais il faut le préciser, dans l'ouest du Canada, c'est le pourvoyeur qui détient les permis de chasse. Il y a un tirage au sort, je pense, pour les résidents, mais les non-résidents comme toi et ton groupe, vous devez passer absolument par un hotfitter, un pourvoyeur, qui, lui, détient les licences pour ses clients. Exactement. Il y a un tirage parce qu'ils nous appellent les non-résidents parce qu'on vient pas de la même province, mais il y a un tirage, mais le nombre est très, très, très limité de licences qui sort. Fait que la plupart de tout le monde passe par un pourvoyeur. Puis lui, dans le fond, il obtient ses licences. De la manière que c'est géré, c'est un peu avec la grandeur du territoire que le gouvernement va lui allouer pour un X nombre de kilomètres carrés. Il va avoir un nombre de licences qui est attribué à son permis, là. OK. Puis quand vous êtes chez le pourvoyeur, lui, à ce moment-là, le prix du forfait, j'imagine qu'il inclut aussi le prix de la licence, parce que là-bas, il appelle ça une license. Parce que là-bas, donc, je recommence. Chez le pourvoyeur, vous déboursez, bien sûr, pour la valeur totale du séjour, mais est-ce que le prix inclut aussi le coût du permis? Il y a certains pourvoyeurs qui chargent le prix de la licence en extra, sauf que nous autres, notre pourvoyeur, quand il fait le prix pour le forfait, la licence est inclue dans le forfait. Et dans le forfait, est-ce que vous avez un guide qui vous accompagne sur le terrain? Oui, le guide, dans le fond, vient nous porter. Lui, il a déjà préparé le territoire avec des caches, avec de l'appotage. Puis dans le fond, lui, ce qu'il vient, il vient nous porter, puis il vient nous chercher en fin de journée, là. Si des fois il y a abattage entre les deux, ben là, on marche beaucoup par texto. Il n'y a pas du signal partout, mais maintenant, avec le système de messages texto satellite, on est capable de se pogner partout. C'est beaucoup de la façon qui fonctionne pour la communication s'il y a un abattage durant la journée. Ici au Québec, on chasse dans la forêt boréale, mais dans l'ouest, la chasse se pratique dans quel type de forêt? Écoute, c'est drôle à dire, c'est une forêt de trembles peupliers. Il y a un petit peu de sapinage, mais très, très peu. C'est beaucoup des forêts de trembles. Quand on part, exemple, dans la province de Saskatchewan, du sud vers le nord, on traverse les plaines, les champs, puis là, on commence à prendre exactement le bois, puis là, c'est là qu'on voit les grosses forêts de trembles, comme on voit dans les émissions comme à Wild TV, où on chasse vraiment dans une forêt de trembles. Une forêt de trembles, et bien sûr, c'est une forêt de feuillus, donc j'imagine que dans la forêt, la visibilité doit être très bonne. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est un peu comme, si je prends exemple, ici, chasser dans une érablière, la visibilité est très bonne. La forêt de trembles fait penser à ça. Puis là, sur le terrain de chasse où vous séjournez, est-ce que le pourvoyeur détient les droits exclusifs ou c'est un territoire libre qui est ouvert finalement à l'ensemble de la communauté des chasseurs de ce coin-là? C'est un territoire qui appartient au gouvernement avec un bail pour le pourvoyeur. Dans le fond, il y a juste ses clients, il y a un territoire délimité, il y a juste ses clients qui ont accès à ce territoire-là et non pas d'autres chasseurs. Puis là, on parle d'un séjour de combien de jours finalement? Nous autres, on avait 6 jours de chasse. Dans le fond, on arrive, première journée, un peu les poignées de main, on va tirer de la carabine si tout va bien. On a 6 jours de chasse, puis on en repart la journée suivante. C'est parti à peu près 8 jours, plus ou moins 8 jours, oui. Puis surtout plus. C'est ça. Mais est-ce que le ministère responsable de la faune, ou même le pourvoyeur, a un nombre minimal de pointes pour la protection du cheptel, un nombre minimum de pointes sur un panache pour pouvoir récolter le boc, finalement. Donc, on protège plus les jeunes bocs, on interdit de telle pointe à telle pointe, ou c'est vraiment un chevreuil, c'est un chevreuil, ou en autant qu'il y a un panache, bien, on peut le cibler.
C'est un peu le nid de la régie interne de pourvoyeur par pourvoyeur. Le gouvernement n'oblige pas un certain nombre de points. Puis c'est drôle parce que quand on va dans l'Ouest canadien, c'est rare qu'on entend parler de points. C'est toujours du scorage Boone & Crockett. Ça prend 140 et plus, 150 et plus. Fait qu'il faut se familiariser aussi avec ces unités de mesure-là. Parce que c'est pas familier à tout le monde. Mais il y a certains pourvoyeurs qui vont dire, par exemple, si quelqu'un tire en bas de 140, ben là, il y a un frais qui est chargé en amende. Mais ça, c'est vraiment de la régie interne de pourvoyeur à pourvoyeur. Puis toi, ton pourvoyeur, qu'est-ce qu'il exigeait? Nous autres, ils n'exigent rien. Sauf que nous autres, on est un groupe à la base qui est très, très sélectif. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est toujours essayer d'abattre plus gros d'année en année. Mais encore là, il y a des années que je reviens avec mon permis. Là. Ça, il faut vivre un peu avec nos conséquences aussi là-dedans. Mais le pourvoyeur en tant que tel n'oblige rien. Même cette année, le pourvoyeur m'avait offert un séjour pour mon père. Parce que dans le fond, l'année passée, pour faire une histoire courte, j'ai fait abattre un orignal au garçon du pourvoyeur qui avait 12 ans, en tout cas, toute une histoire. Puis pour me remercier d'avoir fait ça, le pourvoyeur m'a offert un séjour pour mon père. Mon père est venu avec nous autres, 78 ans, puis lui, il ne s'attendait pas de tuer ou d'abattre 150 plus, ou il n'a comme pas vraiment de notion de toutes ces unités de mesure-là. Par contre, je l'avais briefé beaucoup, puis ça a fini qu'il a quand même tué un boc de 150. Là, je veux dire, il en a vu beaucoup. J'étais avec parce que j'ai abattu le premier matin, donc ça m'a donné du temps pour passer du temps avec mon père. Fait que là, dans le fond, c'est là que je disais non, tire pas. Oups, là, lui, fait que là, c'est là un peu que j'évaluais les chevreuils pour lui. Là. Tirer ou cibler son chevreuil le premier jour du matin, la première journée de chasse, c'était quoi, un peu par prudence ou ben non, c'est parce que là, tu avais vu que le boc que tu avais devant toi était digne donc de figurer parmi tes trophées? Je te dirais, René, j'ai pris 18 photos avant de l'abattre. Puis dans ma tête, tout ce que je me disais, c'est le premier matin, ça n'a pas de bon sens, c'est le premier matin. Mais en même temps, je savais qu'un boc de même, j'en avais pas. C'était le plus gros boc que j'avais pas dans ma collection. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben là, faut arrêter de guesser, faut arrêter de... Fait que c'est là que j'ai pris la décision de tirer le chevreuil, mais j'ai vraiment pris le temps de l'évaluer, de le photographier avant de prendre ma décision. Oui, puis toi-même, quand même, tu as déjà suivi la formation de Trophée Québec pour être mesuré, l'épannage. Puis c'est là que tu es arrivé au score de 166 et 2/8. Exactement. Par après, là, c'est ça, on a vraiment pris le temps. Tous les chevreuils qu'on abat dans mon groupe, pour prendre toujours de l'expérience, comme tu viens de dire, pour mesurer et tout, on mesure tous nos chevreuils, vraiment avec la fiche de Boone & Crockett ou la fiche de Trophée Québec, puis on prend le temps de tous les mesurer. Fait que dans le fond, ça nous donne toujours de plus en plus d'expérience en mesurage de balance. Quand on voit des images, surtout des films que peut faire la tournée des films Chasse-Pêche ou Chasse aux maniaques, on voit souvent des images de scènes de chasse où il fait très, très froid. Quelles étaient les conditions, toi, au moment où tu étais allé chasser à Saskatchewan? J'étais content parce que les premiers jours, quand je fais encore un parallèle avec l'histoire que mon père était avec moi, les premiers jours, t'es quand même pas trop froid. On a peut-être frappé moins 15, moins 18. Sauf que les 2 derniers jours, là, on parlait de moins 20 à moins 26. J'ai un groupe que je connais qui était là hier et avant-hier. On parle du 25-26 de novembre qui ont frappé moins 34. Moins 34. Moins 34. Quand tu es assis dans ta chaise, là, le temps de l'autre tête, il faut que tu sois habillé par plusieurs couches d'oignons, finalement. Là, c'est très, très froid, moins 34. Là. Il faut vraiment être très bien équipé. Pour profiter d'une chasse dans l'Ouest canadien, il faut être bien équipé. Au même titre que je dis souvent, si on fait du ski et qu'on a fret aux pieds, c'est pas parce que c'est pas le fun de faire du ski, c'est juste parce qu'on est mal équipé. Fait que quand on s'en va dans l'Ouest canadien, il faut avoir les équipements nécessaires pour profiter à 100% de notre séjour. Comme tu dis, quand tu as froid aux pieds, même à la chasse, c'est pas le fun pantoute. Là. Mais dis-moi, si on parle de ton chevreuil, de ton boc de 10 pointes là, que tu as récolté la première journée, explique-nous un peu comment ça s'est passé, cette récolte-là. Écoute, les chevreuils, premièrement, en Saskatchewan, on a le droit d'apporter. Dans le fond, les chevreuils sont habitués de venir au bait, arriver une femelle, 2 femelles, 3 femelles. À la fin, il y avait 4 femelles. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, il y a une femelle qui se virait de bord tout le temps, qui regardait en forêt. Fait qu'à ce moment-là, c'est un indice 10 sur 10 qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient, on ne sait pas. Fait que c'est là, quand j'ai vu sortir le boc, lui, dans le fond, à la période où on chassait, autour du 20 novembre,
Il vient pas à l'appât pour manger. Il vient à l'appât parce que la femelle est là, puis que la femelle est peut-être en chaleur. Fait que lui, il est bien plus là pour voir la femelle que pour venir manger. Fait qu'il restait là, les 4 femelles étaient là, puis il y en avait une probablement qui était plus en chaleur que les autres. Il s'en allait toujours vers elle. Fait que c'est là, dans le fond, que j'ai pris le temps d'évaluer, de mesurer à plusieurs reprises. Puis quand j'ai pris la décision, ben là, je dis OK, là, c'est 160 plus, là. C'est là qu'on prend la carabine. Parce que souvent, quand on prend les jumelles, on mesure, on score. Notre cerveau n'est pas en mode chasse, il est mode évaluation. Mais quand on met la main sur la carabine, on dirait que notre cerveau vire. La décision est déjà prise en mettant la main sur la carabine. À ce moment-là, là, la plupart du temps, là, ça fait feu. Puis ton chevreuil, tu l'as ciblé, il était à moyenne distance, j'imagine. On chasse vraiment des courtes distances. J'ai tiré aux alentours d'à peu près 125 pieds. Ah oui, regarde. C'est vraiment proche. Là. Puis les sites à pâté, ici au Québec, on connaît les carottes puis les pommes. Puis dans l'Ouest, on appâte de quelle façon? Les pourvoyeurs apportent avec du foin et des pois, des petits pois séchés. Puis c'est vraiment drôle parce que les chevreuils, la première fois qu'on arrive là, les chevreuils mangent du foin, mais là, avec le pattes, ils tassent le foin puis ils trillent pour aller chercher les petits pois. Fait que probablement que le petit pois côté qualité est encore meilleur que le foin parce qu'ils tassent le foin pour trouver les pois. Là, on parle de petits pois verts, là. Oui, exact. Ah oui, c'est quand même curieux comme pour attirer le chevreuil, c'est plus spécial. C'est très différent de, comme tu dis, comme de ce qu'on voit par ici, ouais. C'est ça. Puis là, dans ton groupe, donc, vous étiez 5. Est-ce que tous tes partenaires ont récolté leur chevreuil? Oui, puis cette année, on a eu vraiment une belle saison. On a tous récolté nos chevreuils, puis le plus petit chevreuil avait 145 points Bone & Croquette, jusqu'à 166 pour le mien qui était le plus gros. Mais on a vraiment fait une belle chasse. Là. Les 5 ont abattu leur chevreuil, puis toutes des belles histoires. Là. Oui, mais 145, c'est très respectable aussi. Puis la venaison, est-ce que vous la rapportez? Vous devez être équipé au retour de Québec pour avoir un camion réfrigéré ou quoi que ce soit. C'est quoi? Nous autres, le deal qu'on fait avec le pourvoyeur, on donne la viande au pourvoyeur, on ramène tout simplement notre trophée. De toute façon, ici, bon, de la viande, on en a pas mal à tous les ans. Ouais. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on donne la viande au pourvoyeur, puis lui s'occupe, un peu comme on a toujours parlé de chasseurs généreux, lui s'occupe de distribuer lui-même dans des familles qui en ont le besoin. Il en garde, mais il en distribue aussi dans des familles qui ont le besoin. Fait que c'est une espèce de chasseur généreux adapté à l'Ouest canadien, là, mais au moins la venaison ne se perd pas. Oui, puis toi, la générosité, tu connais ça, c'est toi, puis avec Simon Lemay, quelques autres, vous aviez parti Chasseurs généreux, qui maintenant est rendu une activité qui est provinciale. Alors donc, heureux comme Mario Ross, qui a fait un excellent voyage de chasse au paradis du chevreuil dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan. Alors, je te remercie beaucoup, puis je te dis à une prochaine fois. Salut! Merci, Ernie! Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC,
Le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, un tout petit insecte s'en prend à beaucoup plus gros que lui. À la limite, peut même compromettre son avenir. C'est l'histoire de la tique d'hiver chez l'orignal, un parasite vampire qui préoccupe les chasseurs, mais surtout les scientifiques, d'autant que leurs recherches confirment que le veau de l'orignal représente le taux le plus élevé de mortalité chez l'espèce. Une étude vient d'être réalisée, a duré pendant 5 ans, au Québec et au Nouveau-Brunswick, et une équipe de chercheurs a découvert que les veaux, effectivement, décèdent de la tique d'hiver dans une proportion de 40% et même jusqu'à 90%. Chez nos voisins du Sud, ça c'est le Maine, le New Hampshire et le Vermont, et même dans une forêt de Québec, de la région de Québec appelée les terres du séminaire. C'est mathématique, plus il y a d'orignaux, plus il y a de tiques, et plus il y a de tiques, plus il y a de mortalité. Steve Côté est spécialiste en biologie de la conservation et en gestion de la faune et professeur titulaire au département de biologie et centre d'études nordiques de l'Université Laval et membre de cette équipe de chercheurs. Et Steve Côté, avant d'aller plus loin et pour le bénéfice de nos auditeurs qui sont ni chasseurs et aussi pour les chasseurs, rappelez-nous un peu ce qu'est la tique d'hiver, quel est son comportement et comment elle s'introduit chez l'orignal, que ce soit femelle, mâle et veau finalement. Oui, en fait, la tique d'hiver, c'est un acaricé, c'est un acarien en fait qui va s'attaquer aux cervidés en général. Donc, pas seulement l'orignal, mais ça peut être aussi sur le cerf de Virginie. Par contre, l'orignal est plus affecté que les autres espèces parce que l'orignal ne fait pas de ce qu'on appelle du toilettage programmé, là, c'est-à-dire qu'il va commencer à essayer de se débarrasser des tiques quand il est trop tard. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que ces tiques-là sont un peu spéciales. Là, ils sont différentes des tiques à pattes noires, là, par exemple, dont tout le monde parle parce qu'elles peuvent transmettre la maladie de Lyme. Ouais. Dans le sens qu'elles ont seulement un autre. Donc, elles ne vont pas passer une partie de leur cycle vital sur un escargot, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, elles vont seulement être sur un orignal ou un cerf de Virginie. Donc, la façon qu'il procède, c'est que si on commence le cycle pendant l'automne, ce qui arrive, c'est qu'à l'automne, il y a des larves de la tique qui sont toutes petites, qui vont grimper dans la végétation et on appelle ça du questing. Là, donc, elles vont monter jusqu'à peu près 1 mètre de haut et attendre patiemment qu'un autre passe. Dans ce cas-là, un orignal. Et là, ils vont grimper sur l'orignal. Et là, sans donner trop de détails, ils vont passer à travers plusieurs stades de vie, puis éventuellement, ils vont prendre des repas de sang. Donc, ils restent sur la peau de l'orignal. Et ils vont prendre des repas de sang au cours de la fin de l'automne et surtout pendant l'hiver. Et c'est là que les problèmes commencent parce que, justement, là, ils vont prendre, s'il y en a beaucoup, ils vont prendre beaucoup de repas de sang, puis ils vont prendre un volume de sang qui est relativement élevé. Et une fois que ça c'est terminé, quand les femelles sont engorgées de sang, elles vont se laisser tomber au sol au printemps. Et là, une fois au sol, elles vont pondre leurs œufs et les œufs vont éclore, faire des larves et le cycle va recommencer. Ouais. Donc, les orignaux sont seulement en présence de tiques entre le mois, mettons, fin septembre, début octobre, jusqu'au mois d'avril. Et le reste de l'année, ils n'ont pas de tiques sur eux. La problématique, c'est surtout parce que c'est le nombre. Je voyais que ça peut se rendre jusqu'à 100 000 tiques sur un même orignal. C'est là que ça devient un très grave problème pour l'orignal. Oui, tout à fait. Le nombre est important. Au Québec, on n'a pas mesuré ça là, jusqu'à 100 000 tiques. Ce serait énorme là, parce qu'elles sont quand même grosses. Là. Les femelles, au mois de mars, sont à peu près la grosseur du bout du pouce. Là. Donc, elles font peut-être 1/2, 3/4 de pouce de long. Alors qu'à l'automne, elles sont difficilement perceptibles. Ils sont cachés dans le poil, puis la plupart des chasseurs, par exemple, ne les remarquent même pas. Là. Il faut vraiment fouiller pour les trouver. Mais quand il y en a un certain nombre, plusieurs milliers, effectivement, là, ça peut avoir un impact, surtout chez les veaux, parce que ils ont un volume sanguin évidemment moins élevé que les adultes. Et le premier hiver, ils sont en allocation de ressources pour la croissance. Donc, tout ce qui va affecter leur croissance, ils sont en train de se gratter pour enlever des tiques
ils sont pas en train de manger. Si les ticks prennent leur temps, bien évidemment, ils perdent une partie de ce qu'ils ont besoin là. Ils vont souffrir d'anémie, ils vont perdre du poil, ils peuvent souffrir de thermorégulation. Donc, ils deviennent vraiment émaciés, là, donc très petits, très maigres. Et au bout de ça, ben, vers le mi-avril à peu près, dans le Bas-Saint-Laurent, là, c'est surtout première, deuxième semaine d'avril là, où c'est vraiment critique. Et là, il y en a beaucoup qui vont mourir à ce moment-là au bout de leur réserve. Oui, puis lorsque l'orignal s'épouille sur un arbre, là, il s'enlève le poil. Puis le poil, c'est un poil qui est creux, donc un poil qui sert d'isolant. Et chez le jeune veau, ben, il risque de mourir de froid finalement. Ben, il ne mourra pas de froid habituellement. Là, ça peut contribuer parce que l'orignal est quand même très tolérant aux températures froides. Mais ça peut contribuer, mais il va surtout mourir du fait qu'il n'est plus en train de s'alimenter et qu'il se fait... chez un veau, ça peut aller jusqu'à 3/4 du volume sanguin qui peut être pompé par les tiques. Là. Donc, c'est énorme. Et l'impact va surtout être à ce niveau-là. Mais la tique d'hiver, ça sert à quoi finalement, là? À part d'embêter l'orignal, là, c'est quoi le but de son existence, cet acarien? C'est une très bonne raison, une très bonne question parce que on pourrait dire la même chose pour à peu près tous les parasites qui existent. Qui, ont un rôle souvent négatif pour leur hôte, là, sans nécessairement le tuer. Donc, évidemment, cet organisme-là a évolué parce que sa stratégie de vie était bonne, était payante. Là. Et donc, c'est pour ça qu'il est encore là. Mais effectivement, pour l'orignal comme tel, surtout pour celui qui est là, il n'y a pas d'avantage. Là. On peut penser à des avantages au niveau très, très large, au niveau populationnel, dans le sens que si on a une population d'orignaux qui est vraiment élevée ou d'autres espèces, ben là, on a des impacts sur l'habitat qui vont être négatifs et éventuellement une boucle, on appelle ça une boucle de rétroaction négative, là, un impact négatif de l'habitat quand il est plus bon, où la condition physique des animaux va diminuer, leur reproduction, tout ça. Donc, la tique est un des facteurs de régulation qui existent, ou au moins un facteur limitant des populations d'orignaux. Mais jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on en avait quand même très peu au Québec. Et parce que personne s'en plaignait, là, on était incluant les orignaux. Mais il reste quand même que il y a 20 ans, il y a 20 ans, les populations d'orignaux ne sont pas ce qu'elles sont. Il y a eu les plans de gestion qui ont favorisé la croissance de l'espèce. Et là, ben, plus qu'il y avait d'orignaux, comme j'ai dit, ben, plus que de tiques, et plus que de tiques, ben, là, plus qu'il y a de mortalité. Alors donc, c'est tous les plans de gestion, c'est bon, ça va augmenter les densités de population, mais une des conséquences, ben, c'est que ça va augmenter le nombre de tiques. Mais est-ce que les orignaux d'un orignal à l'autre peut se transmettre la tique, ou si la tique doit absolument, comme vous dites, au printemps, monter sur la végétation et s'accrocher à l'orignal qui passe? Parce qu'on parle beaucoup de sites à pâté parfois, ou de salines, puis on retrouve souvent plusieurs orignaux ensemble. Est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent se communiquer, la tique d'hiver? Non, c'est pas une problématique parce que, comme j'ai dit, c'est pas au printemps que les tiques vont monter sur des orignaux, c'est à l'automne. Hein. Donc, l'utilisation des salines, c'est surtout au printemps, au début de l'été. Ça existe aussi à l'automne, mais c'est beaucoup moins fort là, chez l'animal. Et une fois qu'une tique est sur un orignal, elle a trouvé son hôte. Là. Elle n'a pas besoin de changer. Donc, c'est vraiment au niveau de la végétation qu'ils vont ramasser ces tiques-là. La seule raison que les salines peuvent causer problème, c'est que si les orignaux vont aux salines au printemps, au moment où ils vont où les tiques se laissent tomber au sol, bien évidemment, les œufs vont être là, les larves vont éclore, et des larves de tiques, ça ne voyage pas des kilomètres, là, ça va rester à l'endroit où l'œuf a été pondu. Et donc là, le site autour de la saline peut être contaminé, puis quand les orignaux vont y aller en septembre, en octobre, ben, ils peuvent reprendre des tiques à partir de la végétation autour des salines. Donc, dans ce sens-là, les regroupements à des sites particuliers comme les salines peuvent jouer un rôle, mais pas de transmission d'un animal à l'autre. Oui, puis durant vos recherches, il y a eu quand même des orignaux qui ont été capturés. Il y a une partie de l'espèce qui a été traitée par un acaricide et l'autre partie ne l'a pas été, mais l'acaricide quand même a donné des résultats parce que les animaux traités avec ce genre de remède ont pu survivre alors que ceux non traités n'ont pas survécu. Est-ce que ça veut dire qu'on serait près d'un remède, j'emploie encore le même mot,
pour contrer l'invasion des tiques sur l'orignal? Puis est-ce que si on a un remède, est-ce que les chasseurs pourraient participer peut-être au contrôle des tiques en l'appliquant, je ne sais pas de quelle façon, mais est-ce que ça faisait partie aussi de vos réflexions, de vos recherches? Non, pas du tout. Là. Non, on n'est pas rendu là. Nous, on a utilisé ces acaricides-là. En fait, on a utilisé 2 en même temps. C'est au niveau expérimental pour enlever ou réduire fortement la quantité d'animaux, de tiques, en fait, sur les orignaux, pour pouvoir comparer des animaux qui en ont et qui en ont pas. Donc, la façon qu'on procède, c'est qu'à chaque 2 orignaux qu'on capture, on en traite un et l'autre, on ne le traite pas. Donc, toutes les autres conditions sont les mêmes conditions d'habitat, les mêmes conditions météo, etc. C'est juste que certains orignaux n'ont pas de tiques, ou presque pas. Et là, on peut, à ce moment-là, regarder l'effet sur la survie, mais l'effet sur plein d'autres variables, la condition physique, les mouvements, l'utilisation de l'habitat, etc. Mais pour utiliser ça, il faut le donner à un moment donné où les tiques sont établies. Donc, il faut donner l'acaricide autour du mois de janvier à peu près. Okay. Donc, ça devient difficile pour un chasseur, par exemple, de faire ça. Et il faut leur donner dans un bolus que les animaux avalent. Donc, il faut être capable de capturer l'orignal et lui faire avaler. Puis, il y en a un autre qu'on peut mettre sur son dos là, avec un émulsifiant, mais tout seul, on n'a pas d'évidence qui fonctionne. Là, on l'a déjà essayé au Nouveau-Brunswick, puis ça fonctionne pas. Donc, il faut vraiment faire les 2 en même temps. Il faut avoir l'orignal dans les mains pour le faire. Ouais. Donc, on n'est pas rendu à quelque chose qui peut être fait par des chasseurs. Et souvent, les gens me disent, oui, mais on pourrait en mettre dans des salines et faire avaler des orignaux. Mais c'est compliqué parce que au moment où les orignaux vont aux salines, c'est au moment où ils n'ont plus de tiques. Les tiques sont tombées au sol, puis ça affecte le système nerveux des tiques, puis ça dure pendant quelques mois. Donc, ils ne pourraient pas, par exemple, prendre ça au printemps et que ça soit efficace contre des tiques plus tard, là, à Noël, quand les animaux ont justement des tiques. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir la bonne dose aussi. Donc, si l'animal est dans une saline, on ne peut pas contrôler sa dose non plus. C'est difficile à dire, mais... Il n'y a pas de miracle. Oui, il n'y a pas de miracle, mais c'est difficile à dire qu'on faudrait qu'on souhaite des printemps qui vont être très longs et non pas tardifs, mais ça dépend toujours quand même de Dame Nature qui, en bout de ligne, va régler tout ça. Alors, Steve Côté, spécialiste en biologie de la conservation et en gestion de la faune, et professeur titulaire au département de biologie et centre d'études nordiques de l'Université Laval. Bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Ça nous guide beaucoup plus qu'on l'était auparavant. Puis je vous dis bien à une prochaine fois. Merci beaucoup. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources fauniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires fauniques? Contactez votre ZEC
pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Rendez-vous nature. Une présentation du réseau ZEC. Le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous cette émission Rendez-vous Nature. Et mine de rien, la chasse du danon sauvage s'en vient. L'ouverture a lieu le 25 avril prochain. C'est encore le temps de suivre le cours pour l'obtention de l'attestation de formation pour la chasse du danon sauvage. Cette attestation est obligatoire et ça prend bien sûr le certificat pour suivre le cours, qui comprend bien sûr le certificat du chasseur. Donc, ça prend votre certificat pour suivre la formation. Pour suivre le cours, mais c'est en ligne et ça dure environ de 5 à 6 heures. Le coût est de 88 $, taxes incluses. Le cours s'appelle Biologie et chasse du dindon sauvage. Et pour tous les détails, bien, allez sur le site de la FDCP.com à la rubrique « Trouver une formation ». On peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca, sur Balado Québec et YouTube. Ici Ernie Wells, je vous souhaite de bonnes dégustations de crabes. Allez aussi à la cabane à sucre. Et dans les deux cas, crabes et sirop et tir d'érable, on est rendu là, puis il faut en profiter. Faites attention à vous et à vos proches, et la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC. Le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.